Chapitre 21. Visiteurs et visités. Dans le service hospitalier où Nisso Amram avait été admis, il y avait peu de patients. Aussi plusieurs lits étaient-ils inoccupés, ce qui lui permit d'obtenir une chambre pour lui tout seul. Comme les médecins lui inspiraient confiance et que les infirmières étaient jolies et aimables, il s'y trouvait bien. « Vous êtes là pour 2 ou 3 jours au plus, » lui avait dit le médecin responsable du service. Dès son arrivée, on lui avait fait passer des tests sur des appareils compliqués, des radios aussi, et on lui avait fait une prise de sang. Il se sentait fatigué et il avait vraiment envie de rien, sauf de se reposer. Il ferma les yeux et dormit un peu. Il fut réveillé par sa femme qui avait eu l'autorisation de lui rendre visite. Elle était inquiète et s'efforçait de le cacher. Elle parla de la scène de la veille. « Je n'aurais jamais eu ta patience avec cette cliente. Comme elle était désagréable. Elle en faisait des histoires avec ses bas. Si j'avais été à ta place, je crois que je l'aurais insultée. C'est vrai qu'elle était très en colère. Ça n'aurait pas arrangé les choses de mettre de l'huile sur le feu. » Juliette affectionnait les proverbes. Elle y découvrait une certaine sécurité. Elle reprit. Quand elle a parlé du maire, son parent, moi, j'ai eu peur. Tout ça, c'est mauvais pour ton cœur. Nisso revoyait la scène. Il sourit au lieu de répondre. Il éprouvait des difficultés à s'exprimer. Il avait aussi un peu mal au cœur et quelques nausées qu'il attribuait au remède qu'il avait dû prendre. Il aurait aimé la rassurer. Il préféra remettre à plus tard ce qu'il aurait pu lui dire. Il se sentait un peu oppressé. L'infirmière qui entra dans la chambre à ce moment lui fit un sourire aimable, ainsi qu'à Juliette, et dit à celle-ci qu'il serait préférable pour le premier jour d'écourter la visite pour permettre à son mari de se reposer et de revenir le lendemain. Juliette acquiesça, se leva, et avant de partir, elle se souvint qu'elle avait fait prévenir la mère de Nisso et le dit à celui-ci. Sans doute viendra-t-elle le lendemain. L'oncle Jonas avait téléphoné, et lui aussi viendrait voir son neveu. Quant à leur fils, il a des devoirs à faire. Aussi l'amènerait-elle à l'hôpital jeudi, si Nisso y était encore. En parlant, elle s'était assise à nouveau. Elle se décida à partir pour de bon. L'embrassa, ouvrit la porte, se retourna, lui fit un grand sourire et s'en alla. Nisso n'avait pas les idées très claires. Il repassait dans sa mémoire les événements de la veille. Comment devait-il faire si cela se reproduisait? Il voulut imaginer un scénario lénitif. Il mettrait la main sur son cœur, puis il dirait à la cliente « Un bas défectueux, madame, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire cela à moi. » Et il forçait la voix sur « pouvez » et sur « moi ». « C'est ma fierté, madame, de contenter ma clientèle. Jamais un client ne s'est plaint des articles que je vends. Je pense que vous avez dû vous tromper, ou bien peut-être venez-vous de la part de quelqu'un qui me voudrait du mal. Un concurrent jaloux, que sais-je. Pensez, depuis le temps que je vends des bottes de cette qualité, il y a des jaloux, mais mes clients sont fidèles. Ils sont habitués à moi, et ils me connaissent. Ils peuvent témoigner de ma bonne foi. » Arrivé là,
Nisso s'embrouilla un peu dans ses tirades et commença à se rendre compte que si en elle-même ces phrases paraissaient convaincantes, elles n'avaient aucun caractère lénitif et devaient plutôt provenir d'un fond de colère rentrée qui ne demandait qu'à s'exprimer. Il trouva, en fin de compte, que ses arguments sonnaient faux. Il faudrait qu'il améliore le rôle. Il s'arrêta sur cette pensée et pendant un moment tenta d'imaginer un autre scénario. Puis il s'assoupit et s'enfonça dans un sommeil sans rêve, merveilleusement réparateur. Le lendemain, il reçut la visite de sa mère. Cela lui fit plaisir. Quand elle entra dans la pièce, il la trouva changée, un peu vieillie peut-être. Il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas vue, mais toujours aussi belle. Elle lui mit les bras autour du cou et l'embrassa avec fougue. Elle était essoufflée, elle était pressée. C'était une femme qui vivait intensément. Tel était son tempérament. Son humeur ce jour-là était charmante. Les affaires étaient prospères, tout le monde se plaignait, pas elle. Elle apportait à Nisso des gâteaux au miel. « Tu les aimais quand tu étais petit, tu t'en souviens ?» C'était vrai, Nisso avait été petit. Il se revoyait marchant dans une rue, donnant la main à sa maman et croquant des gâteaux au miel. Des expressions lui revinrent en mémoire, des mots, quelques phrases en ladino. Il avait presque oublié la langue, par manque d'entraînement. Sa mère l'employait encore quelquefois en famille. Elle le dévisagea avec attention. « Tu es quand même un peu pâlot, mais tu as toujours eu ce teint-là, n'est-ce pas? C'est celui de ton grand-père. Tu sais, mon papa, c'était un très bel homme. Ta tante, Sarah, avait le même teint quand elle était jeune fille. Elle avait l'air d'être en ivoire. » Elle enchaîna. « Que dit ton docteur ?» Nisso expliqua que son docteur ne disait rien. Un infirmier a cru bon de dire à Juliette que j'avais dû faire plusieurs petits infarctus. Au nom de sa belle-fille, les traits de sa mère s'étaient rembrunis. Elle changea de sujet, regarda sa montre bracelet et se leva en prenant son sac à main qu'elle avait posé sur le lit. « Il faut que tu te reposes, je te laisse, je reviendrai te voir. » Et elle partit. Un vrai tourbillon. Le lendemain, le patient fut autorisé à se lever et fit quelques pas dans le couloir. Il s'était reposé et, moins essoufflé, il se sentait mieux. Les visites de sa mère et de sa femme eurent lieu, mais à des heures différentes, comme si elles s'étaient entendues pour éviter de se rencontrer. Elles restèrent peu de temps. La surprise, ce fut la visite de l'oncle Jonas, qui avait dit qu'il viendrait, mais ne faisait pas toujours ce qu'il disait. C'était le plus jeune frère du père de Nisso. Il était veuf, sans enfant, et retiré des affaires. Il était revenu d'Auschwitz en triste état. Sa femme et ses 2 enfants y étaient morts, et il n'en parlait jamais. Mais si le nom détesté ou une allusion à son sujet arrivait à passer dans une conversation, quelles que fussent les précautions prises par ses interlocuteurs pour l'éviter, il baissait les yeux vers le sol et arrondissait imperceptiblement les épaules, comme si la charge émotionnelle déclenchée l'avait obligé soudainement à courber le dos, ainsi qu'il l'avait fait si souvent sous les coups ou sous les insultes. Ce jour-là, il paraissait très ému. Nisso pensa que son oncle s'inquiétait de son état et s'efforça de le rassurer par avance. Il s'était recouché après une courte promenade.
Il lui indiqua une chaise près du lit. L'oncle s'assit, ferma les yeux à demi et parut prêter l'oreille. Mais de toute évidence, il n'écoutait pas ce que lui disait son neveu. Niso ne savait quelle contenance adopter et craignit un moment que son oncle ne fût souffrant. Il lui prit la main, parce qu'il se sentait en sympathie avec lui et désirait qu'il s'en rendît compte. L'autre ne la retira pas. Il gardait les yeux fermés, comme s'il refusait de laisser la lumière pénétrer ou dissiper quelques rêves intérieurs. Puis il finit par les ouvrir et une larme coula sur le revers de son veston. Sur le bord interne des paupières, il y avait d'autres larmes étalées, prêtes à tomber, elles aussi, comme si elles étaient retenues en une sorte de trop-plein pour un lac d'amertume. Lentement d'abord, en choisissant les mots qu'il murmurait, sans élever la voix au-delà d'un simple chuchotement à peine audible, laissant sa main en confiance dans celle de Niso qui hésitait sur une contenance à adopter, ne sachant lui-même s'il fallait retirer sa main ou la laisser. L'oncle parla de sa cousine Sarah, celle dont la mère de Niso avait dit la veille qu'elle avait un teint semblable à de l'ivoire quand elle était jeune fille. Il se mit à raconter des événements récents. Ta tante voulait se rendre porte de Versailles pour rendre visite à une amie. Aussi m'avait-elle demandé si je voulais bien accepter de l'accompagner. Oh, bien sûr, j'ai dit oui. D'abord parce que c'était un peu ma route pour venir jusqu'ici, et aussi parce que je ne puis rien refuser à cette pauvre chérie. Elle est tellement pitoyable. Tu sais bien ce qu'elle a eu à supporter, n'est-ce pas? Tu t'en souviens? Quand elle doit prendre le métro, elle est angoissée. Si elle est seule, elle a peur. Elle pense qu'elle est en prison. Elle est très fragile. Je suis allé la chercher au début de l'après-midi. Elle avait préparé du thé pour moi. Mais d'abord, ce n'était pas l'heure pour boire du thé. Et ensuite, si je prends du thé après le déjeuner, j'ai du mal à m'endormir le soir. Alors j'ai refusé son offre. Mais je crois que je l'ai contrarié. J'aurais dû accepter. Mon refus l'a perturbé. Nous avons pris le métro jusqu'à la station Châtelet. Nous étions assis. Elle n'a pas parlé beaucoup. Nous avons changé de ligne. Il y avait du monde et nous sommes restés debout dans le compartiment. À Nation, beaucoup de voyageurs sont descendus. Sarah s'est assise, puis elle s'est relevée presque aussitôt et sa main s'est plongée sur mon bras. J'ai tout de suite senti, à la façon dont elle le serrait, que quelque chose d'inhabituel se passait. Un homme assez jeune et deux fillettes qui lui ressemblaient étaient montés à l'arrêt précédent et s'étaient assis. Sarah fixait intensément le visage de l'une des petites. C'était une belle enfant. Elle avait un visage fin et de longs cheveux blonds étalés sur les épaules. Elle était très jolie et pouvait avoir 10 ans. Sarah a lâché mon bras, puis elle s'est rapprochée du trio sans que j'aie songé à la retenir. Et elle a commencé à parler. Elle ne s'adressait qu'à l'enfant. Alors j'ai regardé celle-ci avec de plus en plus d'attention, parce qu'au fur et à mesure que Sarah parlait, je découvrais une ressemblance étonnante entre cet enfant que je voyais devant moi et la petite Rachel, la fille d'Esther, la propre petite fille
de Sarah, qui était si jolie et qui a été, comme tu le sais, prise avec ses parents dans la dernière rafle du quartier. Elle est partie avec eux. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas embrassé sa grand-mère et parce qu'elle n'avait pas pu prendre sa poupée. Et comme ses parents, elle n'est jamais revenue. C'était la seule petite fille de la tante Sarah. Celle-ci ne s'en est jamais consolée. Tu le sais comme moi, Nisso. J'ai regardé ta tante, j'ai vu qu'elle portait les mains à ses yeux et qu'elle pleurait. Elle a fait aussi un geste, comme une caresse, pour toucher les cheveux de la petite. Elle continuait à lui parler, elle lui disait « Que tu es belle, petite, tu es comme ma petite Rachel, mais tu as été protégée, toi. » Elle, je l'ai perdue, ils l'ont tuée. Elle te ressemblait, elle avait ton âge. Ils l'ont brûlée, ma petite fille que j'aimais tant. Oh, que ma peine est grande. Sarah a dit quelque chose comme ça, et aussi des mouches ensuite, un peu comme une mélopée. Moi, je ne savais pas trop que faire. Je la comprenais, et je regardais l'enfant. Celle-ci ne disait rien, elle ne paraissait pas effrayée. Son père et sa sœur lui faisaient un peu comme un rempart, comme une protection contre toute cette détresse étalée. Ce soudain débordement d'une peine retrouvée. Je ne sais pas s'ils l'ont comprise, mais tous les trois, ils semblaient sympathiser, compatir. Ils ne montraient aucune hostilité. Ils sont descendus à la station suivante. Peut-être parce qu'ils désiraient écourter cette scène, pathétique pour moi, probablement gênante pour eux. Avant de se perdre dans les couloirs, ils ont fait un geste de la main à ta pauvre tante et les deux enfants lui ont envoyé du bout des doigts posés sur les lèvres comme un baiser, une sorte de message de paix. J'avais retenu Sarah qui voulait les suivre. La porte automatique s'était refermée, mais elle a essayé de l'ouvrir et comme elle n'y parvenait pas, elle s'est appliquée contre les vitres comme si elle voulait les traverser. La rame s'est ébranlée, elle a pris de la vitesse, les quais ont défilé. J'ai perdu de vue les deux enfants et leur père qui n'avait pas dit un mot. Sarah s'est assise. J'ai essayé de la consoler. Elle était très abattue et quand je m'efforçais de la réconforter, elle m'a dit « Tu sais, je voudrais tellement être sûr que je vais la revoir. » Elle parlait de Rachel. « Tu y crois, toi, Jonas ?» Je n'étais pas très assuré d'y croire, mais j'ai senti qu'il fallait absolument faire quelque chose, tout de suite, si je le pouvais, pour apaiser un peu ce désespoir qu'elle venait de révéler, mais que j'avais ressenti moi-même, souvent, au fond de l'âme. Oui, bien souvent. Je ne pouvais pas refermer une blessure qui refusait de cicatriser, mais je pouvais au moins rendre à la blessée un peu d'espoir. Alors j'ai fait ce que je pouvais. Je lui ai dit que moi aussi je croyais, que je le croyais dur comme fer, alors que je pensais dur comme notre pauvre tête si souvent frappée et blessée dans ces camps affreux dont nous avons fini par sortir. Je lui ai dit que nous les reverrions tous, ceux que nous avions aimés et perdus. Et en disant cela, mon petit Nisso, crois-moi, j'ai dû me faire violence pour ne pas mêler des sanglots aux siens. Au terminus, nous avons quitté la voiture, les derniers.
Les gens s'étaient discrètement écartés de nous depuis longtemps. Deux pauvres vieux qui mêlaient leurs souvenirs et leurs larmes, comme si nous risquions de les contaminer. Et puis, finalement, c'est Sarah qui s'est reprise la première et m'a presque aidé à descendre, puis à remonter les marches jusqu'à la sortie. Au cours du trajet que nous avons fait à pied pour aller chez son ami, nous n'avons pas échangé 10 mots. On ne dit rien dans ces cas-là. On trie ses souvenirs. Et s'ils s'en présentent, qu'ils soient intolérables, on s'efforce de les refouler. Et voilà. Tout ça, c'était il y a à peine 1 heure. Nisso avait écouté sans mot dire. Le récit de son oncle ne l'avait pas étonné. Il lui rappelait des drames sans nombre. Le lot amer qui avait été comme réservé pour sa famille et pour tant d'autres qui n'étaient plus là pour en témoigner. Il avait lui-même échappé à ce sort épouvantable, mais que de deuil, du côté paternel surtout. Les parents, les proches, n'existaient plus que sous forme de souvenirs. Dachau, Treblinka, Auschwitz, Buchenwald et tous les autres noms de cette litanie de mort avaient pour beaucoup des siens des résonances de cauchemar. Et pour lui, c'était un sujet d'interrogation. Il s'était quelquefois demandé où sont-ils maintenant ces millions de morts? Le mot million était si terrible, si invraisemblable, qu'il n'arrivait pas à le matérialiser, à en réaliser la portée. Et il n'avait pas trouvé la réponse. Nisso assumait les croyances de son peuple. Et d'abord, que c'était le peuple élu? Ses croyances, il les connaissait, à travers l'exemple de ses propres parents, qui étaient religieux et pratiquaient. Il respectait les traditions et célébrait en famille les grandes fêtes juives. Il avait fait circoncire son fils. Cependant, les questions religieuses n'existaient pas vraiment pour lui. Il avait manqué de temps jusqu'à présent pour se pencher sérieusement sur cette question. Il n'en minimisait pas l'importance. Ainsi cette interrogation de Sarah. Je voudrais tant être sûr que je vais la revoir. Tu y crois, toi? Bon, c'était comme une interpellation qu'elle lui aurait adressée à lui aussi. Y croyait-il, lui, à la résurrection? Nisso renvoya sa réponse personnelle à plus tard, quand il irait mieux, quand il serait plus dispo, quand il disposerait de davantage de temps. Mais il faudrait qu'il y pense. Oui, vraiment, cela valait la peine. Il s'en rendait compte. Et longtemps après le départ de son visiteur, qui était resté une demi-heure à peine, il y pensait encore. Il s'endormit et rêva qu'il était seul sur un quai de gare, que des wagons passaient sans s'arrêter, se dirigeant vers une destination qu'il ignorait. Et derrière chacune des vitres des voitures se montrait le visage de personnes qu'il avait aimées ou connues. Elle lui faisait signe, lui souriait et l'appelait. Le médecin lui avait dit « Mon ami, prenez du repos.
contrôlez votre régime, évitez les efforts, les agitations inutiles, prenez la vie du bon côté, vivez vraiment. Il avait ajouté, changez d'air si vous en avez la possibilité, et si vos occupations le permettent. Changer d'air. Après tout, pourquoi pas? C'était vrai. Juliette, qui était bretonne, aimait la campagne. Elle avait hérité de ses parents d'une propriété dans le nord du Finistère, une maison et un terrain contigus, cultivés ou cultivables. Nisso ne savait pas davantage, sauf que l'ensemble était situé près d'un gros bourg, non loin de la mer, qu'il y avait des plages. Pour les enfants, ce serait bien. Juliette attendait des jumeaux. Nisso n'avait rien contre la campagne. Au contraire, ce serait bien de ralentir un peu le rythme de sa vie. Il devenait oppressant ces derniers temps. Les foires et les marchés devaient exister dans l'Ouest aussi bien qu'en région parisienne. Changer d'air ne voulait pas dire s'exiler, et faire une nouvelle clientèle ne lui faisait pas peur. On allait étudier la question, et le plus tôt serait le mieux.